Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et à l'ensemble des univers graphiques. Aujourd'hui, une thématique particulière, vous allez comprendre pourquoi. Si je vous dis Catel et José-Louis, Magéna et Sylvain, Maryse et Jean-François, Nathalie et Philippe, voilà, on va parler des couples dans la bande dessinée. Parfois, la bande dessinée les a réunis pour l'amour, pour le couple, ou la bande dessinée les fait travailler ensemble au quotidien, ou pas, ça dépend. Vous allez découvrir ces 4 couples tout au long de cette émission spéciale. Le premier, sans plus attendre, c'est Magéna et Sylvain. Sylvain et Magéna que vous connaissez notamment sur la série Marzi. On les a rencontrés il y a quelques semaines sur une très belle plage corse, lors du festival de bande dessinée de Bastia. C'est parti. Comment on s'est rencontrés? Tu sais? Est-ce qu'on peut le dire? Bah oui. Bah, on dit la vérité ou... Bon, alors on s'est rencontrés complètement par hasard, comme la plupart des couples se rencontrent, et pas du tout à propos de la bande dessinée. Et donc on s'est rencontrés en discutant sur internet, ce qui n'est pas super exotique comme manière de se rencontrer. Surtout maintenant. Mais voilà quoi. En fait, on s'est rencontrés de manière littéraire, on va dire, puisqu'on écrivait avant de se parler pendant des mois, sans avoir vraiment l'idée de se rencontrer d'ailleurs. On s'est rencontrés au bout de quelques mois en se disant que ça serait peut-être pas mal finalement. C'était atroce le début parce que quand je suis arrivée en France, je parlais avec Sylvain, je ne faisais que me plaindre de la France. Et lui, il essayait de me remonter le moral. Je crois que c'était pas très, très facile au début pour toi. Je crois que j'avais un côté justicier de l'internet au départ. C'est un peu ça. C'est particulier la vie de couple en bande dessinée. En tout cas, c'est particulier la vie de couple quand on travaille à deux, et d'autant plus sur le même projet qui est vraiment lié à la vie d'un des deux. On est sans arrêt obligé de se confronter à un piège qui est celui de parler du travail. Donc il faut arriver à prendre une distance par rapport à ça et ne pas vivre en permanence dans le travail. Déjà, quand on est auteur de bande dessinée, on est en permanence confronté à ces outils, à ces planches. La plupart des auteurs travaillent chez eux. Donc la distance n'est déjà pas évidente. Maintenant, comme on travaille à deux, c'est d'autant plus difficile. Travailler ensemble, c'est parler beaucoup de travail, de se remonter le moral, de subir les crises de l'autre. Oui, c'est vraiment presque... C'est presque parfois plus fatigant que de travailler, je trouve. Pas toi? Je sais pas si c'est fatigant, mais c'est vrai qu'on est en permanence dans un univers qui pourrait être clos si on n'y faisait pas attention. Donc il faut être vigilant à ça et essayer de ne pas tourner en rond sur ce qu'on fait et ne pas être nombriliste non plus. Pour moi, Marzi, c'est un peu bizarre parce que Marzi, c'est mon prénom français. C'est un ami français qui l'a inventé parce qu'il n'arrivait pas à prononcer mon prénom. Magéna, ça lui semblait très compliqué. Et donc du coup, au début, c'était moi. Et maintenant, quand on a commencé à... Marzi, c'était un peu bizarre parce que j'ai dû me détacher de ça, même si Sylvain continue à m'appeler comme ça. Il y a des amis qui m'appellent aussi comme ça, peut-être par facilité. Moi, j'ai parfois un peu de mal avec ça parce que je sens que... Oui, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu une schizophrénie de vivre à la fois en tant que personne réelle et en héroïne de bande dessinée. Donc il faut quand même faire une séparation. Et Marzi, pour moi, c'est pas toi. C'est vraiment l'héroïne de papier qui est devenue vraiment une série de bande dessinée. Je pense que c'est le personnage qui m'a fait découvrir la Pologne et qui m'a fait découvrir Magéna. Mais quand je parle de Marzi, j'essaye toujours de créer une distance entre la réalité et le personnage. Il y a aussi autre chose, c'est quand je rencontre des lecteurs et beaucoup de Polonais ou des filles polonaises qui ont un parcours similaire ou qui vivent encore en Pologne, elles me disent que j'ai raconté leur histoire. Donc ça veut dire que quelque part je suis pas la seule Marzi. C'est aussi perturbant de savoir que nous sommes si nombreux à avoir à peu près les mêmes histoires à raconter.
crois que j'ai toujours été un lecteur de bande dessinée depuis tout petit. J'avais un oncle qui était un peu collectionneur, en tout cas amateur très éclairé de bande dessinée, et qui m'en a mis dans les mains dès ma jeunesse, dès que j'ai commencé à lire. Et je pense que les tout premiers, c'était les albums de Dupuis, justement. C'était des Spirou qui m'ont vraiment profondément marqué. Et puis après, il y a eu vraiment une plongée suivant les rencontres que je faisais en grandissant. Et j'ai lu un peu tout dans tous les styles, autant des choses très mainstream, commerciales, que des choses beaucoup plus intimistes. Et c'est difficile de dire que j'ai vraiment une influence particulière. Je pense que je me suis nourri de vraiment tout ça. Pour moi, c'est un peu particulier parce que je lisais pas vraiment de bande dessinée quand j'étais en Pologne. Je me souviens juste du Tarzan, que je lis à 13 ans. Et la bande dessinée suivante, c'était Les Pilules Bleues de Frédéric Peters. C'est Sylvain qui m'a mis ça dans les mains. Et après, c'était en fait lui qui a un peu peaufiné mon éducation de la BD. Et maintenant, heureusement, je suis capable de faire mes propres choix. Donc je pense que j'aime bien les récits vrais, les autobiographies ou les histoires qui plongent dans les vrais univers. J'ai un peu plus de mal avec la science-fiction et le heroic fantasy. Et la France, en premier, c'est un rêve. C'est un rêve que je fais, je ne sais pas, peut-être pendant 12 ans. Et puis c'est devenu la réalité. Donc parfois, confronter le rêve à la réalité, c'est pas toujours glorieux. Mais moi, je suis super heureuse d'être ici. Et je m'en rends toujours compte quand je retourne en Pologne et quand je sais que je ne suis que touriste, que je change complètement de vie et que je vis ma vie française. Et je l'apprécie d'autant plus. Et la Pologne, c'est mes origines, c'est mes racines. Et c'est tout ce que je suis maintenant, sûrement. Et c'est Marzi. C'est un grand souvenir. C'est tout le passé. La Pologne, c'est une rencontre et une coïncidence parce que c'est pas un pays qui m'attirait spécialement au départ. Les pays de l'Est, j'en avais qu'une approche très limitée, qui se limitait donc à un voyage que j'avais fait à Prague en janvier 90 au moment justement du changement de gouvernement, et c'était une vraie découverte. Mais j'y étais jamais retourné après, et la Pologne, je la connaissais que par l'actualité ou ce que j'en avais appris dans mes lectures. Et l'intérêt que j'y ai trouvé, c'est par le quotidien. En rencontrant Magénal, m'a fait vraiment découvrir le pays par l'intérieur, pas du tout comme un touriste pourrait le faire. C'était vraiment intéressant de plonger dans cette histoire par le petit côté vraiment et par les gens, avant d'y plonger par les lieux ou l'histoire elle-même. Donc ça a commencé par une histoire d'amour et c'est vraiment une plongée et une découverte dans un univers que maintenant je pense maîtriser grâce au dessin et à toute la documentation que j'ai dû accumuler pour faire Marzi. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini. De retour ici sur le plateau après notre escapade corse. Merci encore une fois à tous nos amis corses pour leur accueil chaleureux à chaque fois qu'on va là-bas sur l'île de Beauté. Maintenant, on va prendre la direction de Bruxelles, la capitale belge, pour une simple et très bonne raison. Une rencontre avec Maryse et Jean-François Charles. Allez, c'est pas péjoratif. Un vieux couple de la bande dessinée, mais ô combien talentueux. Sans plus attendre, on va découvrir comment ils vivent leur couple dans la bande dessinée. C'est parti. On était très jeunes. On prenait le même train, mais dans des directions opposées. Moi, j'allais à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, et Maryse allait au lycée à Charleroi. Et puis, bon, on s'est rencontrés, on avait 16 ans. C'était il y a très longtemps. Mais on s'est rencontrés, on ne s'est pas quittés. Et puis on a eu directement les mêmes aspirations. Moi j'étais passionné par la bande dessinée, l'envie de raconter des histoires, et avec Maryse. Mais je pense qu'on a déjà défini quand on avait 16 ans ce qu'on ferait dans notre vie professionnelle et puis comme passion quelque part. On avait déjà envie de voyages, de bouquins, d'histoire. On aimait beaucoup l'Antiquité. C'est vrai qu'on s'est découvert beaucoup de points communs. Moi, je ne connaissais pas très bien la BD, par contre. Mais en rencontrant Jean-François, je suis tombée dans la potion magique.
Je me rappelle qu'on était chez mes parents, j'avais l'atelier chez mes parents. Enfin, je dis atelier, c'était une chambre avec une planche à dessin. Et puis, Maryse venait, et puis on faisait déjà des scénarios, etc. C'était déjà un petit peu différent de ce que les autres à la même époque faisaient, mais ça nous passionnait. C'était déjà une passion commune, quelque part. Moi, je me rends compte, à quel point Maryse, forcément, a eu de l'importance et que j'ai aussi suivi, quelque part, elle m'a entraîné aussi vers ses goûts, quelque part, même graphiquement. Maryse avait une préférence immédiate pour tout ce qui était dessin réaliste et pour ce qui était histoire. Alors que moi, même si j'étais à l'académie à l'époque et ou si je faisais du modèle vivant à l'époque, j'étais plus attiré par le dessin humoristique, des choses comme ça. Donc elle a eu énormément, elle ne le dit pas, mais elle a eu énormément d'importance. C'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Lui aussi a eu énormément d'importance, forcément, quand on est à deux. Puis il y a un moment où ça devient une symbiose et c'est normal, c'est bien comme ça. Je pense que pour vivre avec quelqu'un qui a une passion énorme comme Jean-François, pour que ça tienne le coup sur le plan privé, il faut avoir une passion équivalente. Autrement, on se sent quand même un peu rejeté, on pourrait être aigri. Et si on mène chacun sa passion de son côté, la vie familiale des enfants, c'est pas facile non plus. Moi, je n'ai fait aucun effort, mais je suis très contente que ça se soit passé comme cela, que cette passion soit devenue commune, parce que c'est bien plus facile. Et quand on est plus âgé, qu'on se retrouve à deux, c'est aussi plein de bonheur de pouvoir discuter de même chose, de même sujet, à tout moment de la journée. On ne s'ennuie pas, et ça, c'est formidable. L'idée vient toujours de Jean-François, l'idée principale, le fil rouge. Bon, il peut me dire n'importe quand, au petit déjeuner, tard le soir, dès que j'ouvre un œil, ah, tu sais, j'ai une idée. Voilà, ça commence toujours comme ça. Et puis, il demande que je note ce qu'il va me dire. Puis, cette idée se structure. Il y a d'autres idées qui viennent s'ajouter. Et on cherche de la documentation pour donc lier le tout pour que ça ait quand même une consistance, que ça ait une valeur, puis on laisse dormir et on reprend. Finalement, je pense que c'est un peu comme un enfant, il ressemble au papa, la maman ne sait plus très bien ce qu'il a de qui, et je pense que c'est comme ça, une fois que c'est lancé, on y travaille tous les deux. On dit toujours que c'est une partie de ping-pong, mais ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il passe au dessin, il peut tout remodifier à la fin, en disant là, il y a trop de cases, je vois une planche pleine de cases, et c'est jusqu'au bout qu'on peut tout remodifier, même jusque dans les dialogues. C'est très facile de travailler avec Maryse parce qu'elle est toujours prête à recommencer, elle ne se fâche jamais. Non, c'est vrai. Et elle est toujours prête à remettre de refaire le travail. Elle entre facilement dans la vision de quelqu'un d'autre. Moi, c'est plus difficile. On travaille chacun de son côté. Déjà, Jean-François travaille généralement en musique pour certains travaux. Et moi, dans le silence le plus complet, donc on n'est pas dans les mêmes bureaux. Mais forcément, on se voit quand on a envie de se voir et on discute quand on a envie de discuter. Non, et puis moi, je suis un ours dans le bureau. C'est vrai je peux être complètement absorbé, donc je ne supporterai pas qu'on passe derrière moi ou quelque chose comme ça, quoi. Non, mais là où on atteint la plénitude dans le travail, c'est quand on ne sait plus où on est. Et ça peut arriver quand on commence la peinture et si je fais un désert et que j'imagine que je suis dans le désert, là c'est formidable, quoi. Donc il ne faut pas que quelque chose vienne troubler. C'est la musique, mais je prendrai une musique qui sera en rapport. Je pense à Laurence d'Arabie, par exemple. Si je mets Laurence d'Arabie et que je commence à faire mon désert, ou les chameaux, etc., c'est fantastique. Je ne suis plus dans mon bureau, quoi. Si je montre un dessin à Maryse, si elle le regarde un petit peu au-dessus de la table à dessin, si elle ne dit rien, je sais que c'est foutu. Si, elle a énormément... Quand tu n'aimes pas, si. Voilà, c'est tout. Ou alors c'est voilà, oui, si. Si, et c'est angoissant. C'est une responsabilité aussi de faire recommencer quelqu'un, il faut être sûr de son coup. Donc c'est parfois une vision qui n'est pas exacte pour moi aussi, donc c'est pour ça que je prends énormément de précautions. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'ego, c'est un climat de confiance, c'est extrêmement important. On se connaît depuis longtemps, donc il y a cette symbiose, il
Oui, j'ai le plaisir de travailler ensemble. Et puis encore une fois, on a réalisé quand même à deux ce qu'on avait rêvé quand on était très jeune. Donc là, je pense que la vie, justement, nous a apporté cette grande chance. On en est conscient. On est conscient que c'est une chance immense de pouvoir vivre d'une passion. Et ça unit terriblement avec le temps qui passe, avec l'âge qui avance, etc. C'est énorme. Et hop, de retour sur le plateau d'un monde de bulles ici à Paris, mais on retourne tout de suite à Bruxelles avec la rencontre de Nathalie et Philippe. Alors Nathalie et Philippe, c'est pas justement comme Maryse et Jean-François, c'est pas un vieux couple de la bande dessinée, plutôt un jeune couple, puisque Nathalie débute dans la bande dessinée alors que Philippe Xavier, vous le connaissez pour plein de séries depuis des années. Ils ont un regard différent chacun sur le métier. Nathalie découvre petit à petit l'univers du 9e art. Philippe le connaît très bien, mais ils ne travaillent pas ensemble. Voilà une nouvelle rencontre pour cette spéciale couple dans la bande dessinée. C'est parti. Je baignais pas dans une culture BD-fil depuis l'enfance, si ce n'est qu'effectivement, oui, les classiques d'humour, etc., que j'adore évidemment. Donc il a vraiment fallu que je vois comment ça fonctionne au niveau des rythmes, de l'histoire, les ruptures, quand on, voilà, les planches impaires, paires, comment ça se construit. Et en parlant de rupture, je voudrais dire que... non, bon, d'accord, pas tout de suite. Et donc, c'est vrai que je me suis plongée dans sa bibliothèque pour acquérir le sens du rythme de narration. Puis je voyais Philippe travailler, donc je vois comment un dessinateur s'approprie le scénario, quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés parfois dans le récit, la mise en image. Et donc finalement, voilà, c'est une immersion. En fait, pour moi, ça a été une immersion. Et si après, je peux me permettre, avec voilà. un œil frais, avec un amour pour le faire qui est neuf, qui n'a pas encore été teinté ou qui a déjà été utilisé maintes fois, tu vois, c'est vraiment du brut. Quand j'écris, avant de le faire lire à Philippe, je vais le plus loin, je vais vraiment jusqu'au bout de la préparation, avant de lui faire lire. Je veux qu'il soit déjà bien peaufiné, parce que ce que je ne veux absolument pas, c'est qu'il me donne spontanément, comme ça, des idées, en fait. Et puis, j'ai pas envie de me retrouver dans elle est bonne cette idée-là, mais il faut que j'apprenne à moi aller au bout vraiment de mon travail d'écriture. Et donc, je ne veux pas qu'il y ait trop d'idées extérieures qui viennent. On dit, oh, là, tu pourrais lui faire ça, ou tiens, là, la scène, tu peux l'orienter comme ça. Non. Moi, je lui montre tout, jusqu'au crowbar qui est tout pourri, tu vois, jusqu'au le crayonné et l'ancrage bien fini, quand je mets les gris par-dessus aussi. Et je suis friand de ça, je suis friand de ses réactions, de ce qu'elle pense, parce que ça me permet aussi d'avoir une réaction de l'extérieur. Donc comme ça me permet d'avancer, de progresser. Parce que généralement, elle a des bonnes remarques, même très souvent. C'est un peu ennuyant, mais bon. Et quand j'ai un doute, je vais la voir, je dis rien, tu sais, je vais voir pour voir si elle remarque quelque chose. Et généralement, elle le remarque. Quand je parle à Nathalie en tant que Nathalie scénariste, c'est plus du tout ma compagne. Hein. Ah oui. Non, et quand je lui fais des remarques non plus. Pour Down Under, le tome 2, je lui explique une scène, voilà, ce qui va se passer à la fin du tome 2. Tu vois, je crois que je vais le faire comme ça, et puis tout d'un coup, je le vois, il dit, ça va pas être possible. Je dis, ah bon, pourquoi ? Ben, ça a déjà été fait. En fait, c'était la scène dans La mine de l'Allemand perdu, et le spectre Baldor. Donc, tu vois la mine, le petit vieux tout chevelu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai râlé. Alors là, je pestais pendant une journée, là, j'ai pesté en me disant, c'est pas possible. Elle a besoin d'être seule, d'avoir son espace privé bien verrouillé. Il y a des gros barbelés. Mais en même temps, c'est assez rigolo. Bon, maintenant, j'ai appris depuis quelques années. Mais au début, en fait, quand tu la vois travailler, tu la vois sur le transat, elle fait rien.
le boulot de scénariste, c'est pas du tout comme le métier de dessinateur où tu es sur ta table, tu crayonnes comme un sauvage, tu as des bouquins partout. Là, il y a un processus de création qui est plus intérieur, avec des images qui doivent venir, des paroles, des dialogues, des lectures. Donc voilà. Une grande force que tu as, c'est cette capacité de concentration immédiate. Même en descendant de l'avion après 10 heures d'avion, l'heure qui suit, il peut être assis devant une planche et travailler et se replonger immédiatement dedans. Ce qui est, à mon avis, c'est un don, je trouve. Elle fait des découpages parfois qui m'attirent énormément. Par exemple, un exemple tout simple, on s'est retrouvés tous les deux à avoir dans nos BD respectives une scène de nuit où les deux mecs sont assis autour d'un feu. Ouais, non, on n'est pas les premiers. Je crois que de toute Ça façon, arrive dans plein de il y a films. des codes, c'est les grands classiques. J'ai dessiné mon truc, je vois les planches arriver avec les mêmes scènes et le dessin de Fabio Pezzi était mieux que le mien. Et j'étais là, oh, je vais peut-être le refaire, je vais peut-être décalquer carrément, tu vois, je vais le prendre. Et ça, je trouve que c'est assez merveilleux, en fait, de voir la création d'un album qui se fait à la maison, qui n'est pas le mien. C'est à la fois énormément d'échanges et de partager la bande dessinée, et en même temps, c'est garder une certaine autonomie, une indépendance. Et c'est ça qui fait qu'on peut être ce fameux œil extérieur l'un pour l'autre. On a une manière de fonctionner en couple, dans le travail, dans la vie de tous les jours, qui pour moi est comment dire, pas un apaisement, mais une facilité des choses. Tout est bien, tu vois, c'est tranquille, c'est pas une femme qui va te prendre la tête, c'est pas quelqu'un qui va... Non, c'est, je veux dire, tu vois, on se motive bien et tout roule. Les interférences, elles n'existent pas, on les veut pas. Tu vois. Oui, c'est vrai. On ne veut pas ces petits trucs journaliers qui peuvent mettre pourrir les rouages, parce que c'est quand même un grand travail de concentration et tu n'as pas le temps de te prendre le chou avec des trucs, tu vois. On va clôturer cette émission spéciale consacrée au couple dans la bande dessinée avec une très belle rencontre. José-Louis Bocquet, Catel, José-Louis Bocquet. La bande dessinée les a réunis pour le meilleur et pour le meilleur, je peux vous l'assurer. Par exemple, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, que des purs bonheurs pour nous lecteurs de bande dessinée. C'est parti à Paris. J'ai toujours dessiné. Déjà en maternelle, j'avais les murs de l'école recouverts de mes dessins uniquement qui étaient signés. On voit la photo de classe avec tous les enfants. Mais je dessinais des bandes dessinées tout le temps, bien que je ne sache pas que ce soit du tout un métier. C'était juste ma passion. Mais j'avais un petit souci, c'est que je scénarisais mes bandes dessinées et je n'arrivais jamais au bout de mes scénarios. Je rêvais de travailler avec quelqu'un qui m'écrive des textes. Et j'ai eu la chance d'avoir très vite quelqu'un sous la main qui était ma sœur, qui m'a écrit mes premiers scénarios de bande dessinée à 10-12 ans. Et cela a duré quelques années. Après, j'ai écrit moi-même, mais j'avais un peu de peine, jusqu'au jour merveilleux où j'ai rencontré le scénariste sur mesure pour moi, qui n'est autre que mon compagnon d'art et d'amour, José-Louis Bocquet. À l'époque, je faisais de la critique bande dessinée dans de la presse magazine. Et un jour, me tombe entre les mains, et non pas des mains, mais vraiment Lucie. Donc la première bande dessinée adulte de Catel. Waouh! Et vraiment, j'avais jamais lu ça. J'avais jamais lu ça, tout simplement. Et on s'est rencontrés avec Catel, je crois la veille ou le jour où mon papier sur sa bande dessinée, puisque je ne la connaissais pas, est sorti dans le magazine en question. J'avais des livres de José-Louis, j'avais Les Aventures d'Hergé, j'avais aussi un livre qu'il avait écrit sur Margerin, qui était carrément
sur le devant de ma bibliothèque, mais je n'avais pas fait le lien entre le personnage. D'ailleurs, on m'avait dit que c'est José Bové qui avait écrit un article, alors je n'avais pas compris, je pensais rencontrer José Bové. Et je rencontre José-Louis Bocquet. La surprise était assez forte. Alors en plus, il m'avait fait un magnifique article élogieux sur Lucie. Donc forcément, c'était mon ami avant qu'on se rencontre. Un ami objectif. Un ami objectif. J'ai jamais pu penser que je pouvais écrire des scénarios sans savoir exactement qui allait le dessiner. Donc la rencontre avec Catel, ça a été le déclic, l'envie de travailler ensemble et sur un format que je ne connaissais pas, le format du roman graphique, qui finalement ne s'éloignait pas tellement du format de la continuité dialoguée pour le cinéma. Et la possibilité de travailler sur un sujet jusqu'alors quand même pas tellement traité en bande dessinée, qui est juste l'éternel féminin. Et avec une femme, c'était enfin toute la légitimité pour le faire. On avait vraiment envie de faire partager notre curiosité sur des personnages féminins qui auraient marqué l'histoire sans qu'on les connaisse forcément très bien, voire pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire sur le premier personnage qui était Kiki de Montparnasse, la muse de Man Ray, le violon d'Ingres, la fameuse photo de Man Ray avec la femme en forme de violon avec des ouïes. Et tout à coup, j'ai retrouvé la connivence que j'avais avec ma sœur dans l'enfance. Vas-y, écris, je dessine, on se lance. Et c'est parti comme ça. Je suis la grande sœur de Catel. Intéressant psychanalytiquement parlant. On peut se mettre sur le canapé maintenant. Sans l'amour, il ne pourrait pas y avoir ce travail. Hein, il y a un moment donné où ça devient quasiment névrotique. Je veux dire, on est tout le temps en train de malade. Pour nous, un bon week-end, c'est un week-end au bord de la mer, effectivement, mais à faire du storyboard pour l'histoire en cours. C'est très très long la bande dessinée, c'est très fastidieux. Si on n'a pas confiance totalement en l'autre, si on n'a pas envie de passer du temps, envie de partager des idées, c'est très difficile d'arriver au bout d'un si long effort. Et alors nous, évidemment, on s'est donné des contrats sur des années, ce qui est encore tout à fait différent des autres expériences qu'on a eues, puisqu'évidemment, sur entre 300 et 500 pages, c'est directement des mois et des années, vraiment des années. Et c'est comme signer des contrats de mariage. À chaque fois, on renouvelle le contrat, là. Je l'écoute toujours, mais je râle toujours, d'abord. Moi aussi, je râle. Oui, on râle en permanence. Mais comme on le sait, on s'amuse bien, on se comprend bien, on rigole en fait de nos défauts aussi. Oui, on rigole bien. Et puis on est dans une situation où on ne peut pas tout à coup se dire « Attends, j'en ai trop marre de travailler avec toi, je me casse. » Ah, t'es obligé, c'est ça. Il doit y être dans l'inconscient de se dire « Bon, de toute façon, il y a un moment donné, on va se retrouver. » Ah, ça apprend, oui. Ça apprend à être diplomate. On n'est pas très diplomate, mais on n'est pas très diplomate l'un avec l'autre. On n'est en fait pas susceptible. On est plutôt cash, et donc c'est pour ça qu'on peut être vite quoi, mais enfin, comment tu parles de mon travail. mais en même temps, parce qu'on est quand même professionnels l'un et l'autre, et que donc très rapidement, il y a le principe que s'il y a une critique qui est émise, c'est qu'il y a quelque chose à discuter. Alors à disputer d'abord, et puis ensuite à discuter, et forcément à corriger, donc à améliorer. Ce qu'on fait ensemble, je pourrais le faire avec personne d'autre. Donc j'ai l'impression de faire quand même quelque chose d'unique. Je n'ai pas dit exemplaire, hein, mais en tout cas d'unique. Dans cette rencontre-là, c'est 1 + 1 = 3, autre chose. Donc ça, c'est bien. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles avec cette thématique particulière, les couples dans la bande dessinée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert différemment ce monde du 9e art qu'on adore à outrance jusqu'à la lie, ça je peux vous le dire. Et on va continuer. Merci de nous avoir suivis. Toutes les infos d'Un monde de bulles, c'est sur ma page Facebook, celle de l'émission. Et tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao les amis et à bientôt pour d'autres aventures.